Bien, je vais essayer d'avoir quelques propos complémentaires et synthétiques des deux interventions précédentes sur le thème des coopérations tant sanitaires que médico-sociales. Dans le champ sanitaire, ainsi que vous le savez, il a fallu pas moins de 5 grandes lois et ordonnances hospitalières, 3 grandes lois, 2 ordonnances, pour mettre progressivement en place et adapter les dispositifs et les outils de coopération entre établissements de santé. La coopération a été présentée au fil de ces grandes lois et ordonnances hospitalières comme un moyen d'améliorer la qualité de l'offre de soins, son accessibilité et en même temps comme un moyen de maîtriser la progression des dépenses de santé. Le secteur médico-social et social n'est pas resté à l'écart de ce mouvement, puisque la coopération était déjà inscrite dans la loi fondatrice du 30 juin 1975. La loi du 2 janvier 2002 a introduit l'outil GCSMS et le rôle de cet outil a également été clarifié par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, avec son décret d'application subséquent. Si on essaie de tirer un peu expérience de ce qui s'est passé dans le secteur hospitalier, on dispose aujourd'hui d'un matériau de réflexion, si j'ose dire, puisque le rapport IGAS de mars 2012, auquel faisait référence tout à l'heure Madame Delmas-Favaudon, a dressé le bilan des 15 dernières années de coopération hospitalière. Bilan en demi-teinte, mais néanmoins, on peut extraire de ce bilan quelques lignes forces qui doivent aider les acteurs du monde médico-social dans la voie de coopération réussie à partir des retours d'expérience plus ou moins positifs analysés par l'Inspection générale des affaires sociales. J'ai choisi d'extraire de ce rapport 3 idées forces que vous avez déjà entendues en filigrane dans les exposés précédents. La coopération ne se décrète pas, elle s'inscrit dans un territoire et elle suppose une réflexion stratégique en amont. Première idée force, la coopération ne se décrète pas, elle se construit par la volonté des acteurs de terrain, professionnels, institutionnels et partenaires d'un territoire, y compris les élus de ce territoire. L'IGAS indique clairement que tout processus d'administration sur un mode obligatoire de la coopération n'est pas un facteur de réussite. Les outils coercitifs prévus par les différentes lois hospitalières, notamment certains processus de fusion obligatoire, ont fait l'objet d'un usage mesuré par les précédentes autorités décisionnelles, qu'elles soient préfets ou directeurs d'agence. Et malgré cet usage mesuré, les résultats ont été très aléatoires, notamment dans les cas de fusion imposée, puisqu'il y a à ce moment-là une résistance culturelle et des difficultés de mise en œuvre. La définition, l'appropriation d'un projet de coopération est donc une condition par les acteurs de terrain, est donc une condition de réussite des projets de réorganisation, transformation, amélioration de l'offre de santé, que celle-ci soit ambulatoire, sanitaire, médico-sociale et dans la perspective d'une meilleure couverture des besoins de la population. Deuxième idée force et essentielle, la coopération s'inscrit dans un territoire. Il ne s'agit pas de faire un projet de coopération d'envergure nationale. Ce qui est clairement prévu, c'est que les établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux, quel que soit leur statut, M. Dueno l'a évoqué, qu'ils soient de statut public, privé, associatif, vont au sein d'un espace défini, décider en commun d'un partenariat pour améliorer l'accessibilité de l'offre en lui donnant déjà une meilleure lisibilité, déjà entre soi, si j'ose dire, il s'agit de mieux se connaître,
Organiser, fluidifier, accélérer le parcours de soins et de vie des patients, des usagers. Là, l'enjeu est de réduire et de limiter les ruptures de prise en charge. Et dans le monde médico-social, nous avons tous l'expérience des difficultés générées par ces ruptures. Il s'agit aussi de décloisonner les acteurs sanitaires et médico-sociaux. Et enfin, dans un système de financement contraint, de gagner en efficience et en qualité, en partageant ou en mutualisant des moyens, que ce soit des services administratifs, des fonctions communes, personnel, systèmes d'information, équipements, transport, grands projets d'investissement, pourquoi pas. Et aussi, il s'agit d'améliorer la qualité de la prise en charge offerte aux patients et aux usagers par une approche transversale. Cette efficacité, cette ambition qualitative, il y a une notion de rentabilité économique, mais aussi une ambition qualitative au bénéfice des usagers, nous paraissent une nécessité au regard de la situation des finances publiques, tant celle de l'État que des collectivités territoriales. Les coopérations s'inscrivent donc toujours dans un territoire donné. Il est important qu'elles tiennent compte du contexte socio-économique, démographique et des flux existants entre établissements et services. De ce point de vue, l'analyse des besoins de santé du territoire, des forces et faiblesses des acteurs en présence, réalisée préalablement à la définition des objectifs d'un projet de coopération, est notée par l'IAS comme un facteur de réussite. Il faut favoriser l'ancrage territorial de la coopération et le pragmatisme paraît une règle de bon sens, mais aussi de succès. De ce point de vue, les conférences de territoire peuvent être des espaces privilégiés de réflexion et d'analyse. En effet, ces conférences, telles qu'elles ont été remodelées par la loi HPST, réunissent aujourd'hui non plus seulement des acteurs essentiellement hospitaliers, mais l'ensemble des professionnels libéraux, des établissements et des services, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux, des élus. Et ce sont donc des lieux qui permettent des échanges entre professionnels et qui peuvent être facilitatrices de réflexion. Il s'agit de connaître la place des différents offreurs de soins au sein du territoire et d'organiser en conséquence le parcours des usagers et des patients. Tout l'exercice et sa difficulté, j'en conviens tout à fait, va consister à passer d'une approche traditionnelle qui est centrée sur les structures existantes, de leur nombre de lits et de places, à une approche plus populationnelle. La mise en commun au sein des conférences de territoire d'un diagnostic partagé de l'offre, le repérage de l'existence d'écarts aux besoins identifiés et sans réponse, qui vont émerger dans les discussions, va permettre la construction d'un projet de prise en charge pour tendre à l'organisation d'un parcours plus personnalisé des usagers. Ce type de réflexion au sein des conférences de territoire me paraît également de nature à faciliter l'approche par les acteurs associatifs de l'appropriation par les acteurs associatifs de la démarche d'appel à projet et va vous aider dans la qualité de la réponse à apporter aux avis et cahiers des charges publiés par les ARS, puisque de plus en plus, les ARS inscrivent leurs appels à projets dans des visions globales de territoire, avec la notion de développement de plateformes, d'établissements et de services, et aussi la possibilité de lancer des appels à projets innovants qui laissent aux acteurs associatifs la possibilité d'initiative quant à la qualité de la réponse formulée en termes de prise en charge. Troisième ligne force d'une réussite de coopération, c'est la nécessité en amont d'une réflexion stratégique
pour la définition d'objectifs communs. Cette réflexion stratégique doit précéder le choix d'un montage juridique. L'ANAP a sur son site, dans une de ses publications, inventorié 17 formes juridiques de coopération. Cela ne doit pas nous impressionner. Tout cela ne sont que des outils, qu'il s'agisse de coopération conventionnelle, les plus souples, ou de coopération organique, qui passe par la création d'une personne morale, GIE, GIP, GCS, GCSMS, et j'en oublie. La phase d'identification de la formule juridique à adopter va donc bien souvent, enfin tout au moins il est préconisé, qu'elle intervienne dans les dernières séquences du processus. Si vous avez eu le temps de mémoriser le diaporama de M. Doisneau, je crois me souvenir qu'on est à la que c'est seulement à la 5e ou 6e séquence qu'on adopte l'outil juridique adéquat et le plus adapté à la réflexion et au projet conduit. Par ailleurs, cet outil juridique pourra être appelé à évoluer dans le temps au fur et à mesure de la construction du partenariat par les acteurs concernés. On peut commencer par un outil très souple, qui est la convention, et le temps aidant et après la réussite de ce partenariat conventionnel, évoluer vers des formules un peu plus intégrées. Quoi qu'il en soit, dans la définition des objectifs communs, il me paraît important aussi de signaler à votre attention qu'il ne faut pas se tromper d'objectif en voulant, par exemple, ce qui peut être un premier réflexe assez naturel, vouloir atteindre exclusivement un objectif d'établissement d'un équilibre, de rétablissement d'un équilibre financier d'un établissement qui sera en difficulté. La première réponse, elle paraît d'abord à rechercher en interne à l'établissement et les outils de coopération ne sont pas adaptés à cet objectif de première intention, si j'ose dire. C'est donc toutes les phases de préparation du projet de coopération qui vont déterminer son succès ou son échec. Et de ce point de vue, il est recommandé d'être le plus concret et pragmatique possible. Commencer d'abord par des projets dits de percée, c'est-à-dire des projets concrets, rapidement mis en œuvre, avec un objectif lisible et facile à atteindre, porté par des acteurs motivés, qu'ils soient directeurs ou présidents d'associations. La réussite de ces premiers objectifs faciles, entre guillemets, va d'elle-même entraîner une dynamique positive qui permettra ensuite d'élargir le périmètre de la coopération. Le processus de coopération est donc à inscrire dans le temps, ça a été dit, ce n'est pas 1 mois, 2 mois, mais une échelle de temps beaucoup plus dilatée, et il faut savoir l'accepter. Et ce processus peut être vraisemblablement illustré par quelques mots-clés assez simples et basiques, mais profondément vrais dans une conduite de réussite. Connaître ses partenaires, connaître ses forces et ses faiblesses, faire confiance à ses partenaires territoriaux, même si parmi les difficultés culturelles, on a vu souvent en matière de coopération hospitalière, les petits établissements avoir peur d'être mangés ou absorbés par les gros. Il faut apprendre à se faire confiance, avancer pas à pas, piloter le projet, et enfin communiquer sur les différentes étapes de ce projet de coopération, tant pour les personnels que pour les instances de pilotage du projet. Dans ce cheminement, cela a également été dit, M. Doisneau a parlé d'accompagnateurs externes, Mme Dalmas-Favaudon a parlé de tiers facilitateurs. Il semble utile de s'adjoindre des compétences de ce type. L'ARS
Et les conseils généraux doivent également pouvoir vous accompagner à certaines phases clés du processus et soutenir ces projets de coopération. Enfin, en conclusion, il me paraît aussi important d'indiquer que la réussite de ces projets de coopération va probablement résider au cours des prochaines années dans un enjeu majeur résidant dans le décloisonnement des systèmes de financement et de tarification actuels, ce qui suppose une réforme de ces systèmes de nature à favoriser les passerelles entre milieu ordinaire et médico-social et entre secteurs sanitaires et secteurs sociaux et médico-sociaux. Je vous remercie.